Je veux que vous pensiez à vos parents une seconde. Quelle que soit leur situation financière lorsque vous grandissiez, qu'ils aient été à l'aise, stressés ou entre les deux, pensez aux erreurs qu'ils ont commises avec l'argent. Peut-être ont-ils traîné des dettes de cartes de crédit pendant des années. Peut-être ont-ils acheté une maison trop grande. Peut-être n'ont-ils jamais investi. Peut-être ont-ils dépensé chaque augmentation le mois même où ils l'ont obtenue. Quoi que ce fût, vous l'avez probablement remarqué. Vous vous êtes probablement dit, à l'adolescence ou dans la vingtaine, que vous feriez les choses différemment, que votre génération était plus intelligente, que vous aviez de meilleurs outils, de meilleures informations et un meilleur accès au système financier qu'ils n'en ont jamais eu. Voici la vérité qui dérange. Vous faites exactement la même erreur. Vous la faites simplement sous un nom différent, avec une application différente et dans un emballage culturel différent. L'erreur fondamentale est identique. Elle a été identique pour chaque génération qui a un jour touché un salaire dans ce pays. Vos grands-parents l'ont faite. Vos parents l'ont faite. Vous la faites en ce moment même. Et si rien ne change, vos enfants la feront aussi. Je le sais parce que je l'ai faite. J'ai fait la version spécifique à ma génération. Celle qui semble et paraît complètement unique à mon époque, mais qui à la base est le même schéma qui maintient les Américains fauchés depuis 70 ans. Je ne l'ai pas vue pendant que je la faisais. Personne ne la voit. C'est bien là le problème. L'erreur est invisible de l'intérieur de la génération qui la vit. Elle ne devient évidente que lorsque l'on prend du recul et que l'on observe le schéma à travers toutes les générations simultanément. C'est ce que cette vidéo va faire. Nous allons passer en revue chaque génération, des baby-boomers à la génération Z. Et je vais vous montrer exactement la même erreur portant 4 costumes différents. D'ici la fin, vous saurez quel costume porte la vôtre. Vous la verrez pour la première fois. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. Allons-y. L'erreur dépouillée jusqu'à l'os est la suivante. Chaque génération trouve un moyen de consommer le présent au détriment de l'avenir. Et le mécanisme qu'ils utilisent pour le faire semble si normal dans leur contexte culturel qu'ils ne le reconnaissent comme une erreur que des décennies plus tard. Le mécanisme change, mais le résultat reste le même. Les baby boomers, la génération X, les milléniaux, la génération Z, chacun a trouvé un moyen culturellement acceptable, socialement renforcé et économiquement encouragé de dépenser plus qu'il ne gardait. Chacun croyait que sa version était différente. Chacun est arrivé à la même destination. Laissez-moi vous montrer comment. La version des baby boomers, la génération née entre 1946 et 1964, a eu quelque chose qu'aucune génération avant elle n'avait jamais connu. Un crédit à la consommation bon marché est largement disponible. Avant les années 1970, emprunter de l'argent pour autre chose qu'une maison ou une voiture était inhabituel. Les cartes de crédit existaient, mais c'étaient des outils de commodité pour la classe moyenne supérieure, pas des instruments de dépenses quotidiennes. Puis sont venues la déréglementation, l'expansion de Visa et Mastercard et la normalisation de la dette renouvelable comme outil de style de vie. Dans les années 1980, les cartes de crédit n'étaient pas seulement normales, elles étaient partout. Les centres commerciaux ont été construits autour d'elles. Des économies de détail entières supposées parce que vous alliez glisser la carte maintenant et vous débrouiller plus tard. Les baby boomers ont été la première génération à traiter la dette comme une caractéristique standard de la vie américaine, plutôt que comme un signal d'alarme. Ils ont tout financé. Des maisons plus grandes que nécessaire parce que l'immobilier monte toujours. Des voitures qui correspondaient à l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes parce que les paiements mensuels rendaient le luxe accessible. Des vacances à crédit parce qu'ils les rembourseraient quand la prime tomberait. Ils l'ont fait parce que l'économie leur disait que c'était intelligent. Les taux d'intérêt étaient élevés, mais les revenus augmentaient. La valeur des logements a grimpé régulièrement tout au long des années 80 et 90. Le marché boursier a explosé. Les pensions existaient encore pour de nombreux travailleurs. L'avenir semblait garanti. Il ne l'était pas. Près de la moitié des baby boomers approchent ou sont à la retraite avec peu ou pas d'économie pour la retraite. Un rapport de 2023 a révélé que plus de 40% des baby boomers approchant de la retraite avaient zéro sur leur compte de retraite. L'étude 2025 du CFP Board a révélé que moins de 40% des adultes de la génération X qui ont vu leurs parents baby boomers lutter se disaient satisfaits de leurs propres économies de retraite. L'erreur des baby boomers n'était pas la cupidité, ce n'était pas la stupidité. C'était la croyance, d'apparence profondément rationnelle, que la hausse des revenus et des actifs dépasserait toujours leurs emprunts.
Pour certains, ce fut le cas. Pour la majorité, ce n'était même pas proche. La valeur nette médiane des Américains dans la soixante-dizaine, dont beaucoup sont des baby-boomers, est d'environ 432 000 $, selon les données d'Empower, de janvier 2026. Cela inclut la valeur nette de la maison, que vous ne pouvez pas dépenser en courses sans vendre votre maison. Le solde médian des comptes de retraite pour les personnes âgées de 55 à 64 ans est d'environ 185 000, selon l'enquête sur les finances des consommateurs. 29% des retraités actuels déclarent n'avoir absolument aucun argent de côté pour la retraite, selon une enquête de Clever Real Estate de 2026. Ce sont les baby boomers, la génération qui a eu des pensions, des valeurs immobilières en hausse, un marché haussier de 30 ans et des études universitaires moins chères que quiconque après eux. La génération qui a quand même fini, par dizaines de millions, incapable de se payer ses propres vieux jours. L'erreur portait le costume du crédit à la consommation. Elle ressemblait à une hypothèque sur une maison de 4 chambres, alors qu'une de 3 chambres aurait suffi. Elle ressemblait à une Cadillac en location, alors qu'une Buick payée était garée dans l'allée. Elle ressemblait à « on se débrouillera », répété tant de fois à travers tant de décennies, que se débrouiller a fini par signifier appeler ses enfants et leur demander si on pouvait emménager chez eux. La version de la génération X, née entre 1965 et 1980, la génération X a regardé ses parents baby boomers dépenser sans compter, et dans de nombreux cas, en subir les conséquences. Ils sont entrés dans l'âge adulte pendant la récession du début des années 1990, ont vu le crack des dot-com et ont vécu 2008 en tant que propriétaires et parents. Ils auraient dû être la génération qui a brisé le schéma. Ils étaient aux premières loges pour voir ce qui se passe quand on s'endette trop. Au lieu de cela, la génération X a fait la même erreur en portant un costume différent. Leur version était l'inflation du style de vie à double revenu. La génération X a été la première génération où les ménages à 2 revenus sont devenus la norme plutôt que l'exception. Lorsque les 2 partenaires travaillaient, le revenu familial bondissait souvent à 120, 150 ou 185 000 $ dans les zones métropolitaines. Cela ressemblait à l'abondance. Alors, ils ont dépensé en conséquence. Ils ont acheté des maisons qui nécessitaient les 2 revenus pour payer l'hypothèque. Ils ont loué 2 voitures au lieu d'une. Ils ont inscrit leurs enfants dans des écoles privées, des clubs de sport, des équipes de voyage et des programmes de tutorat qui coûtaient des milliers de dollars par enfant et par an. Leur style de vie était conçu pour consommer 2 salaires complets, ne laissant presque aucune marge si l'un des revenus disparaissait. Lorsque la crise financière a frappé en 2008 des millions de familles de la génération X ont découvert que leur style de vie à double revenu n'avait aucune résilience structurelle. Un licenciement, une réduction des heures, un événement médical, et tout s'effondrait. Une étude du CFP Board a révélé que 49% des adultes de la génération X sont plus anxieux financièrement et moins en sécurité financière aujourd'hui en raison de regrets financiers de leur vingtaine et trentaine. Leur plus grand regret, ne pas avoir assez épargné pendant leurs années de revenus les plus élevés. Le conseil le plus courant que les membres de la génération X donnent aux jeunes générations, selon la même étude, est de commencer à épargner pour la retraite dès maintenant, même s'il s'agit de petits montants. 59% des répondants de la génération X ont dit exactement cela. Ils ont appris la leçon. Ils l'ont apprise 30 ans trop tard. Le solde médian du 401K de la génération X à la fin de 2025 n'était que de 67 100 $, selon Fidelity. C'est une génération dont les membres ont la fin de la cinquantaine et le début de la soixantaine. 67 000 $ pour une génération qui, dans de nombreux cas, a gagné des revenus de ménage à 6 chiffres pendant des décennies. L'argent était là. L'écart ne l'était pas. Leurs doubles revenus n'ont pas construit de richesse. Leurs doubles revenus ont financé un style de vie qui a tout consommé et a laissé le seau vide. Le costume était différent. Au lieu du crédit à la consommation, c'était le droit au double revenu. Au lieu des Cadillacs à crédit, c'était les frais de scolarité des écoles privées et les plans de travail en granit qui semblaient logiques parce que les 2 partenaires travaillaient. L'erreur sous-jacente était identique. Dépenser le présent, ignorer l'avenir, supposer que le revenu sera toujours là. La version des milléniaux nés entre 1981 et 1996. Les milléniaux sont la génération qui était censée rejeter tout cela. Ils ont obtenu leur diplôme pendant la récession de 2008. Ils ont vu leurs parents perdre leur maison.
Ils ont lu des articles sur la mort de l'accession à la propriété et la crise des prêts étudiants. Ils étaient la génération la plus instruite de l'histoire américaine et simultanément la plus anxieuse économiquement. Ils savaient que le système était cassé. Ils en parlaient constamment. Puis, ils ont fait la même erreur de la manière la plus milléniale possible, les dépenses expérientielles. Les milléniaux ont remplacé le matérialisme de leurs parents par un autre type de consommation. Au lieu de grandes maisons et de voitures de luxe, ils ont dépensé pour des expériences, voyages, restaurants, festivals, concerts, cours de fitness, cafés de spécialité, abonnements sur mesure et retraites de bien-être. Le mantra était les expériences plutôt que les choses, et cela semblait éclairé. Cela ressemblait à un rejet des excès des baby boomers. C'était en fait la même erreur portant un pantalon de yoga et tenant un latte au lait d'avoine. Les données de la National Restaurant Association montrent que les Américains dépensent environ 3 900 $ par an en nourriture hors de chez eux. Pour les milléniaux, ce chiffre est nettement plus élevé parce que manger au restaurant n'est pas seulement manger. C'est socialiser, exprimer son identité et créer du contenu. Les milléniaux dépensent plus en voyage que n'importe quelle génération précédente au même âge, selon de multiples enquêtes de l'industrie. Ils dépensent plus en abonnements, plus en soins personnels, plus en se faisant plaisir comme mécanisme d'adaptation au stress financier qu'ils reconnaissent publiquement mais financent en privé. Voici les données qui me rendent sincèrement triste. Les milléniaux ont maintenant entre la fin de la vingtaine et le début de la quarantaine. Beaucoup sont dans leurs années de revenus les plus élevés. Le solde médian de leur 401K est d'environ 41 000 $ selon Fidelity. 49% des milléniaux n'ont pas assez d'économies d'urgence pour couvrir 3 mois de dépenses, selon une étude Better Money Habits de Bank of America de 2025. Ils ont plus de dettes de cartes de crédit par personne que les baby boomers au même âge. La dette totale des cartes de crédit à travers le pays a atteint 1,28 milliard à la fin de 2025. Les milléniaux contribuent de manière significative à ce chiffre. Les expériences étaient restées réelles. Les souvenirs sont réels. Les publications Instagram sont réelles. L'argent a disparu. Les comptes de retraite sont maigres. Les fonds d'urgence sont insuffisants. L'écart entre les revenus et les dépenses a été consommé par des blagues sur les toasts à l'avocat dont tout le monde riait pendant que personne ne faisait le calcul de ce que 300 $ hebdomadaires pour vivre ma meilleure vie coûterait réellement sur 15 ans. 300 $ par semaine investis, au lieu d'être dépensés à 8% sur 15 ans, représentent environ 441 000 $. C'est une fondation pour la retraite. C'est la liberté financière dans la cinquantaine. Au lieu de cela, ce sont 1700 brunchs du samedi et le vague sentiment que l'avenir s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un conseil financier, mais je veux que vous voyiez le schéma. Les baby boomers ont consommé l'avenir par le crédit. La génération X l'a consommé par l'inflation du style de vie à double revenu. Les milléniaux l'ont consommé par des dépenses expérientielles recadrées, comme des soins personnels et du développement personnel. Le costume a changé, le résultat converge vers la même destination. Et puis, il y a la génération Z. Née entre 1997 et 2012, la génération Z est la jeune génération la plus consciente financièrement de l'histoire américaine à presque tous les égards. Ils épargnent à un taux 3 fois supérieur à celui des jeunes dans les années 1990. Le nombre de jeunes adultes ayant des comptes de retraite a augmenté de 36% au cours de la dernière décennie. 40% des personnes au début de la vingtaine ont investi de l'argent en dehors d'un 401K, contre seulement 8% il y a 10 ans, selon le JP Morgan Chase Institute. La génération Z parle ouvertement d'argent. Ils regardent très du contenu financier. Ils comprennent le vocabulaire de l'investissement d'une manière qui aurait été inimaginable pour un jeune de 22 ans en 1995. Et ils font déjà l'erreur. Leur costume est ça le plus sophistiqué à ce jour. La version de la génération Z est la micro-consommation sans friction. Les services achetés maintenant, payés plus tard. Le paiement sans contact partout. L'accumulation d'abonnements, les microtransactions dans les applications et les jeux, les plateformes d'investissement ludifiées, qui ressemblent plus à des machines à sous qu'à des comptes de courtage, la crypto-monnaie traitée comme un billet de loterie, les jeux d'argent en ligne présentés comme des marchés de prédiction. 57% des utilisateurs de BNPL de la génération Z avaient enfin manqué un paiement au début de 2026, selon LendingTree. Les membres de la génération Z ont en moyenne 14 500 $ de dettes personnelles.
ce qui est que le plus élevé de toutes les générations, et nettement plus que les milléniaux à 59 000 ou la génération X à 53 000, selon l'analyse des données récentes par Fortune. 69% des personnes âgées de 18 à 26 ans ont participé à une forme de jeu d'argent, selon une enquête de NerdWallet. Un quart de la génération Z et des milléniaux considèrent les jeux d'argent en ligne comme un investissement, 25%. Ils pensent que parier, c'est investir. Les scores de littératie financière de la génération Z sont inférieurs à ceux de toutes les autres générations. Seulement 31% des membres de la génération Z ont pu répondre à au moins la moitié des questions de l'indice de finances personnelles du TIAA Institute, contre 52% de la génération X. Ils sont la génération la plus consciente financièrement en termes de discussion sur l'argent et de consommation de contenu financier. Ils sont simultanément la génération la moins instruite financièrement en termes de compréhension réelle du fonctionnement de l'argent. La conscience est performative, la compréhension est superficielle. Ils connaissent les mots intérêts composés. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas expliquer ce que cela signifie concrètement. L'économie sans friction est conçue pour exploiter cette lacune. Lorsque vous tapez votre téléphone contre un terminal, votre cerveau n'enregistre pas le paiement de la même manière que si vous comptiez 42 $ en espèces. Lorsque vous divisez un achat de 200 $ en 4 versements de 50, votre cerveau sous-estime l'engagement total. Lorsqu'une application de trading vous envoie une notification push indiquant qu'une action est tendance, cela déclenche la même réponse dopaminergique qu'un j'aime sur les réseaux sociaux. Toute l'infrastructure financière entourant la génération Z est construite pour réduire la friction entre le désir de dépenser et l'acte de dépenser. La friction est ce qui donne à votre cerveau le temps d'évaluer un achat. Supprimez la friction et la génération Z ne dépense pas pour des McMansions ou des Cadillacs ou des vacances de 3 semaines en Europe. Ils dépensent 42 $ sur DoorDash 4 fois par semaine. Ils paient 7 $ ici, 12 $ là, 9,99 $ pour cet abonnement, 14,99 $ pour celui-là. Chaque transaction est minuscule. Le total est dévastateur. Une étude de 2026 a révélé que 74% des Américains sous-estiment leurs dépenses d'abonnement de plus de 100 $ par mois. Parmi les jeunes consommateurs, cet écart est encore plus grand parce qu'ils ont plus d'abonnements, plus de plans de versement BNPL et plus de microtransactions en cours simultanément. Le costume est numérique, sans friction et presque invisible. L'erreur sous-jacente est la même que celle que les baby boomers ont faite avec leur première carte de crédit Sears en 1978. Consommer le présent, différer le coût, supposer que demain s'arrangera de lui-même. Laissez-moi prendre du recul maintenant, car lorsque vous mettez ces 4 générations côte à côte, le schéma n'est pas seulement visible, il est flagrant. Les baby boomers ont fait l'erreur par le biais du crédit à la consommation. Ils ont consommé l'avenir en empruntant sur celui-ci. La génération X l'a faite par l'inflation du style de vie. Ils ont consommé l'avenir en dépensant des doubles revenus aussi vite qu'ils les gagnaient. Les milléniaux l'ont faite par les dépenses expérientielles. Ils ont consommé l'avenir en recadrant la consommation comme du développement personnel. La génération Z l'a fait par la micro-consommation sans friction. Ils consomment à l'avenir 42 $, à la fois via des applications qui rendent les dépenses aussi naturelles que la respiration. 4 générations, 4 mécanismes, une erreur. Dépenser plus que ce que l'on garde. Consommer le présent au détriment de l'avenir. Arriver à la même destination en se demandant ce qui s'est passé. La raison pour laquelle cela continue de se produire n'est pas une faiblesse générationnelle, c'est structurel. L'économie de consommation américaine génère plus de 28 billions de dollars de PIB. Environ 70% de ce PIB provient des dépenses de consommation. Toute la machine économique est conçue, incitée et élaborée pour s'assurer que chaque dollar que vous gagnez est dépensé aussi rapidement et sans friction que possible. La publicité, les produits de crédit, les technologies de paiement, les réseaux sociaux qui assimilent les dépenses à l'identité. L'économie ne veut pas que vous épargniez. L'épargne est le contraire de ce dont la machine a besoin. La machine a besoin que vous consommiez. Chaque génération obtient une nouvelle version, plus efficace et psychologiquement plus sophistiquée, du moteur de consommation, et chaque génération tombe dans le panneau parce que le moteur est toujours meilleur que la version précédente. Dans les années 1980, le moteur était une carte de crédit envoyée chez vous avec une limite préapprouvée. Dans les années 2000, c'était un courtier en hypothèque vous disant que vous étiez admissible à 350 000 alors que vous auriez dû acheter à 200.
Dans les années 2010, c'était Seamless et ClassPass et Faites-vous plaisir, en tendance sur Twitter. Dans les années 2020, c'est Klarna qui divise votre carte Target en 4 paiements et une notification push de Robinhood vous disant que le Dogecoin a augmenté de 14%. Chaque version est plus fluide, plus invisible, plus intégrée à votre routine quotidienne. Chaque version fait paraître l'outil de consommation des générations précédentes primitif et chaque version produit le même résultat. Une population qui gagne plus qu'assez et n'en garde presque rien. Le taux d'épargne personnelle aux États-Unis se situe à environ 4% au début de 2026, selon le Bureau of Economic Analysis. 400 sur chaque dollar après impôt. Le revenu médian des ménages américains est de plus de 420 000 $, parmi les plus élevés au monde. Pourtant, 58% des travailleurs déclarent que leurs économies de retraite sont en retard par rapport à ce qu'elles devraient être, selon Bankrate. 24% n'ont aucune épargne d'urgence. La valeur nette médiane des Américains dans la cinquantaine est de 180 227 $, selon Empower. Pour une génération qui travaille depuis 30 ans, cela signifie que la personne typique a gardé moins de 10% de ses revenus à vie. Ce n'est pas un problème générationnel, c'est un problème humain exploité par un système économique qui devient plus sophistiqué dans l'extraction à chaque décennie qui passe. Les baby boomers n'étaient pas stupides. La génération X n'était pas négligente. Les milléniaux n'étaient pas irresponsables. La génération Z n'est pas condamnée. Chaque génération navigue simplement dans une machine de consommation qui est mieux conçue que la précédente sans le seul outil qui rend la navigation possible. Cet outil est la compréhension de la façon dont l'argent fonctionne réellement au fil du temps. C'est la compréhension que chaque dollar a deux vies. La vie qu'il mène lorsque vous le dépensez, qui se termine immédiatement, et la vie qu'il mène lorsque vous l'investissez, qui se compose pendant des décennies. C'est la compréhension que 500 $ par mois, à 8% sur 30 ans, deviennent environ 745 000 $. Que la commande DoorDash de 42 $ à laquelle vous n'avez pas pensé vous a coûté environ 412 $ sur 20 ans en intérêts composés perdus. Qu'un taux de cotisation 401K de 3% et un taux de cotisation de 15% sur la même carrière produisent des résultats séparés par près d'1 million de $. Chaque génération manque de cette compréhension dans des proportions à peu près égales. La littératie financière n'a jamais été systématiquement enseignée dans les écoles américaines. Elle n'est pas requise pour l'obtention du diplôme dans la plupart des États. Elle ne fait pas partie de la plupart des programmes universitaires. Elle n'est pas intégrée dans l'intégration en milieu de travail. L'ensemble de compétences le plus important qu'une personne puisse avoir pour naviguer dans la vie adulte, comprendre les intérêts composés, les TAEG, les comptes à avantage fiscal, le coût réel de la dette, les mathématiques du temps, et laissé entièrement au hasard. Certaines personnes l'apprennent de parents qui l'avaient. La plupart ne le font pas. Les données du TIAA Institute sont brutales. Seulement 31% de la génération Z peuvent répondre correctement à des questions de base sur la littératie financière. Chez la génération X, c'est 52%, ce qui est ça le plus élevé de toutes les générations, et signifie quand même que près de la moitié d'entre eux ne peuvent pas démontrer de compétences financières de base. Ce ne sont pas des questions obscures sur les produits, dérivés ou le droit fiscal. Ce sont des questions sur le fonctionnement des intérêts, sur la façon dont l'inflation érode le pouvoir d'achat, sur ce que signifie la diversification, les fondamentaux, les bases, les règles du jeu auxquelles tout le monde joue déjà. Quand vous ne comprenez pas les règles, vous ne pouvez pas voir l'erreur. C'est pourquoi chaque génération l'a fait. Les baby boomers n'ont pas vu le piège du crédit parce que personne ne leur a appris ce que coûte réellement un TAEG de 18% sur 20 ans. La génération X n'a pas vu le piège de l'inflation du style de vie parce que personne ne leur a montré les mathématiques de ce qui se passe quand on dépense 2 salaires au lieu d'un et qu'on investit 0. Les milléniaux n'ont pas vu le piège des dépenses expérientielles parce que personne n'a traduit « vivre ma meilleure vie » en coût d'opportunité de 15 ans de dépenses discrétionnaires non investies. La génération Z ne voit pas le piège de la consommation sans friction parce que personne n'a expliqué que l'absence de friction financière n'est pas une fonctionnalité. C'est une arme pointée directement sur leur futur moi. Mais voici ce qui me donne de l'espoir. Chaque génération est aussi légèrement mieux positionnée pour briser le cycle que celle qui l'a précédée. La génération Z épargne à un taux 3 fois supérieur à celui des jeunes dans les années 1990. 40% des jeunes adultes investissent en dehors des comptes de retraite. La conversation financière est passée de tabou à courante. Les gens parlent d'argent maintenant. Ils partagent publiquement leur parcours de remboursement de dette. Ils publient les étapes de leur valeur nette.
La honte se dissipe. L'information est plus accessible qu'elle ne l'a jamais été. Ce qui manque encore, c'est le pont entre l'information et la compréhension. Regarder un TikTok sur les intérêts composés n'est pas la même chose que comprendre les intérêts composés. Entendre l'expression « payez-vous en premier » n'est pas la même chose que de mettre en place un virement automatique le lendemain du jour de paie. Savoir qu'un Roth IRA existe n'est pas la même chose que d'en ouvrir un, de l'approvisionner et de sélectionner un fonds indiciel. L'information crée la conscience. La compréhension crée le comportement. L'écart entre ces deux choses est l'endroit où vit la version de l'erreur de chaque génération. Je veux vous parler de deux personnes dans ma vie qui représentent parfaitement les deux côtés de cela. Ma tante Lorraine est une baby boomer. Elle a travaillé comme secrétaire pour un district scolaire pendant 31 ans. Elle n'a jamais gagné plus de 48 000 $. Elle conduisait des voitures d'occasion, cuisinait la plupart de ses repas à la maison et cotisait à son 403B à chaque chèque de paie à partir de 27 ans. Elle ne suivait pas le marché boursier. Elle n'avait pas de conseiller financier. Elle a juste compris à un niveau fondamental que l'argent épargné aujourd'hui est de l'argent qui travaille pour vous demain. Elle a pris sa retraite il y a 3 ans avec 680 000 $ sur ses comptes de retraite et une maison payée. Elle est à l'aise. Elle dort 8 heures par nuit. Elle m'a dit un jour que le secret était une constance ennuyeuse pendant très longtemps. Mon cousin Miles est un millénial. Il gagne 104 000 $ par an en tant que chef de produit dans une entreprise technologique. Il voyage à l'étranger 2 fois par an. Il mange au restaurant 5 soirs par semaine. Il utilise le BNPL pour ses achats de vêtements. Il est abonné à 11 services de streaming, 2 livraisons de kits de repas, une salle de sport qu'il visite 2 fois par mois et une application de méditation qu'il a ouverte pour la dernière fois en février. Il a 37 ans. Le solde de son 401K est de 23 000 $ parce qu'il cotise à 3%, le taux par défaut fixé par son employeur lorsqu'il a été embauché il y a 6 ans, et il ne l'a jamais changé. Il a 9 000 $ de dette de carte de crédit à un TAEC de 22%. Miles gagne plus du double de ce que Lorraine a jamais gagné. Miles prendra sa retraite avec une fraction de ce que Lorraine a accumulé. La même erreur, une génération différente, un costume différent. Le résultat se dirige vers le même endroit où il va toujours. Ce qui a séparé Lorraine de Miles n'est pas la discipline. Lorraine n'a pas une volonté surhumaine. Elle mange des biscuits, elle regarde ses émissions, elle s'achète des fleurs le vendredi. Ce qui les a séparés, c'est que Lorraine a compris dès son plus jeune âge comment l'argent se déplace dans une vie sur des décennies. Elle a compris que l'écart entre les revenus et les dépenses est tout l'enjeu. Elle a compris que le temps amplifie tout ce que vous faites avec votre argent, pour le meilleur ou pour le pire. Elle a compris que la machine de consommation va toujours en demander plus, et que la seule défense est un système qui déplace l'argent vers votre avenir, avant que le présent n'ait la chance de le réclamer. Cette compréhension a un nom. C'est le même nom sur lequel je reviens dans chaque vidéo que je fais, parce que c'est la seule variable qui prédit le plus systématiquement les résultats financiers à travers toutes les données démographiques, tous les niveaux de revenus et toutes les générations. La littératie financière. C'est la chose que Lorraine avait et que Miles n'a pas. C'est la chose que 31% de la génération Z démontre et dont 48% de la génération X manque encore. C'est la chose qui brise le cycle, qui rend l'erreur visible avant qu'elle ne se produise, qui transforme chaque décision de dépense d'inconsciente à intentionnelle. Sans littératie financière, chaque génération est condamnée à découvrir sa propre version de l'erreur à la dure. Avec elle, le schéma se brise. Le costume devient transparent. Vous voyez le mécanisme pour ce qu'il est. Que ce soit une carte de crédit, un style de vie, une habitude de brunch ou un plan de versement BNPL et vous faites un choix différent. Non pas parce que vous êtes moralement supérieur, mais parce que vous pouvez voir les mathématiques. L'erreur est la même à chaque fois. Consommer le présent au détriment de l'avenir. Le mécanisme change tous les 20 ans. La solution n'a jamais changé. Comprendre comment l'argent fonctionne. Construire l'écart. Protéger l'écart. Laissez le temps faire le reste. La version de l'erreur de votre génération est déjà en cours. Elle a commencé la première fois que vous avez glissé votre carte sans réfléchir, financé sans calculer ou souscrit sans vérifier. Vous ne l'avez pas remarqué parce que personne ne le remarque de l'intérieur de la génération. L'erreur est toujours invisible quand on la porte. Mais maintenant, vous avez vu le schéma. 4 générations, 4 costumes, une erreur.
La question est de savoir si vous serez la personne de votre génération qui verra à travers le costume à temps, parce qu'à chaque âge, il y a une version spécifique de ce piège qui vous attend. Un mécanisme spécifique calibré pour votre décennie de vie, votre niveau de revenu, vos pressions sociales et votre moment culturel. Le piège à 25 ans est différent du piège à 35 ans, qui est différent du piège à 45 et 55 ans. Chacun semble complètement unique pendant que vous le vivez. Chacun produit le même résultat si vous ne le voyez pas venir. Les personnes qui construisent de la richesse ne sont pas celles qui gagnent le plus. Ce sont celles qui reconnaissent le piège à leur âge spécifique avant qu'il ne se referme. Ce sont celles qui savaient ce qui les attendait au tournant parce qu'elles ont étudié la carte avant de traverser le territoire. L'erreur de votre génération n'a pas à être votre erreur, mais la fenêtre pour l'éviter ne reste pas ouverte éternellement. Elle se rétrécit à chaque année qui passe, à chaque dollar qui se compose pour quelqu'un d'autre au lieu de vous, à chaque décennie qui éloigne la courbe hors de portée. Le schéma est réel, les mathématiques sont réelles. Le prochain piège, celui qui porte votre nom, celui construit spécifiquement pour la décennie de vie que vous vivez en ce moment, est réel aussi. La seule question est de savoir si vous le verrez avant qu'il ne vous voie. Si cette histoire a changé votre façon de voir les pièges financiers dans votre propre vie, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez votre avenir. Le prochain trésor s'ouvrira bientôt.